Avez-vous déjà entendu parler de neurodiversité? Non? De HPI peut-être davantage. Ça y est, vous y êtes. Depuis la populaire série de TF1, on en croise partout des hauts potentiels intellectuels, capables de faire rimer brillante réussite cérébrale avec sublime fiasco professionnel. Mais HPI, ça fait pas très sérieux dans un monde adulte et surtout au travail. Alors, on a inventé la neurodiversité. Si l'on en croit sa créatrice, la sociologue Judy Singer, ce terme induirait l'existence d'un mode de pensée divergent qui serait le propre d'une fraction restreinte de la population. Prenant ses racines dans le trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, les autistes dits Asperger, c'est un terme qui, au cours de son existence, a élargi son périmètre, devenant maintenant un terme ombrelle qui abrite également désormais les personnes dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques, porteuses du trouble de l'attention et bien sûr nos fameux HPI. Toute une population qui s'identifie prioritairement comme étant divergente cognitivement, mais qui refuse catégoriquement l'assimilation au handicap, du moins dans sa dimension pathologique. En effet, ces nouveaux neurodivers estiment que leurs différences invisibles pourraient être reconnues et valorisées dans le cadre du fameux management de la diversité. Car, depuis des années, ce mode de gestion catégorielle des ressources humaines est présenté comme le nouveau Graal de l'entreprise, alors que rien, à ce jour, d'un point de vue scientifique, ne permet de prouver une réelle avancée en termes de justice sociale ou en termes de performance économique. Alors certes, se rapprocher de certaines personnes qu'on considère comme ses pairs est important en termes d'estime de soi. Mais être identifié prioritairement et surtout définitivement comme étant le simple reflet d'un groupe, est-ce vraiment humainement souhaitable? Eh bien, c'est en partant de ce paradoxe inhérent à la catégorisation humaine en entreprise que j'ai investi la notion de neurodiversité. Mes résultats ont montré que cette différence cognitive masque en réalité une difficulté de communication et de création de liens avec autrui, soit un véritable handicap social, et que cette surefficience intellectuelle est une compensation liée à cette lacune initiale. L'arrivée de la neurodiversité en entreprise représente donc une chance pour ces personnes atypiques d'acquérir cette socialisation secondaire qui leur fait initialement défaut, mais conjointement, elle les cloisonne en les convainquant d'appartenir à une catégorie à part. Alors la neurodiversité, libération ou enfermement de l'individu? C'est là tout l'enjeu de mes recherches.